Le Canefer, soyez les bienvenus sur les plateaux de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous saluons à vous, à vous, membres de l'Académie de la culture noire, mais nous saluons aussi tous nos grands publics, tous les suiveurs, tous ceux qui sont intéressés à la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous allons représenter ou réintroduire un sujet que nous avons commencé alors sur le plateau de Kinkela Wamazulu, interférence extraterrestre. Il y a des ans, nous avons commencé à lancer ce titre qui a été beaucoup suivi. Aujourd'hui, après plus de pratiquement 2 ans, ou peut-être une année quelque chose, nous avons eu le temps, la possibilité d'approfondir les recherches là-dessus. Et donc, nous vous présentons aujourd'hui une série, une série d'émissions comme ça, que nous allons passer sur les approfondissements de la thématique concernant l'interférence extraterrestre. Aujourd'hui, comme toujours, avec à la voix, votre NEB, qui est la Wamazulu Kufu Montep Patumura. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets dans le cadre d'interférences extraterrestres. Nous allons débattre de titres comme les démons d'hier sont les extraterrestres d'aujourd'hui. Le parasite mental, psychique et spirituel, la superposition et accouplement vibrationnel, possession démoniaque, invasion, occupation et colonisation démons extraterrestres. Démons extraterrestres pour dire démoniaque extraterrestre. Aujourd'hui, nous allons plutôt, en phase introductive, introduire une lecture qui va nous guider le long de toute cette balade sur ce que nous avons appelé les interférences extraterrestres. Eh bien, il s'agit d'une lecture de Don Juan dans le livre de Carlos Castaneda, qui est un personnage intéressant, Castaneda, donc Carlos, nous parlons ici de l'Amérique du Sud, dont la lecture va nous guider, va nous permettre chaque fois d'élucider, d'apporter plus de lumière, apporter plus d'informations dans ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, la tradition redevient très importante et nous nous rendons compte que ce qui a souvent été décrit, ce qui ont souvent été décrits comme mythes, comme des séries et autres, en réalité sont le fondement de quelque chose de bien grand, quelque chose de bien mystérieux qu'aujourd'hui nous réintroduisions en 2018 dans l'interférence extraterrestre. Ici, aujourd'hui, nous allons parler des flyers, des archontes, des reptiliens au corps des souffrances. Et nous introduisons tout de suite Carlos Castaneda. Carlos Castaneda affirmait que les êtres humains sont des otages d'un groupe d'entités cosmiques qui se dédient à la prédation et que les médiums et les voyants appellent des flyers. Il déclara que ce sujet avait été tenu secret par les anciens voyants, mais que suite à un présage, il avait décidé que le temps de les révéler était arrivé. Ces présages étaient une photographie que son ami Tommy, un chrétien bouddhiste, avait prise. Sur cette photo apparaissait nettement l'image d'un être obscur et menaçant flottant au-dessus d'une multitude de fidèles réunis sur le site des pyramides de Teotihuacan en Amérique du Sud. Lorsque j'en ai eu l'opportunité, je lui demandais de m'en dire un plus à propos des flyers. Il me racontant l'un des aspects les plus terrifiants du monde du Don Juan. Nous sommes prisonniers d'êtres venus des confins de l'univers, qui nous utilisent comme nous utilisons des poulets. Carlos expliqua. La portion de l'univers qui nous est accessible est un champ opérationnel de deux formes et de consciences radicalement différentes. Celle qui inclut les plantes, les animaux et aussi les êtres humains est une conscience blanchâtre, jeune et génératrice d'énergie, là. L'autre est une conscience infiniment plus ancienne et parasite, possédant une quantité de connaissances énorme. En plus des hommes et des êtres qui habitent ces terres, il y a dans l'univers une immense gamme d'entités inorganiques. Elles sont présentes
parmi nous et à certains moments sont visibles. Nous appelons des fantômes ou encore apparitions. L'une de ces espèces que les voyants décrivent comme d'énormes silhouettes flottantes de couleur noire arriva un jour de la profondeur des cosmos et rencontra un oasis de conscience sur notre planète. Elles se sont spécialisées dans la traite des êtres humains. C'est incroyable, m'exclamai-je. Je sais que c'est la plus pure et la plus purifiante vérité. N'était-il jamais questionné sur les hauts et les bas émotionnels énergétiques des gens? Ce sont les prédateurs qui viennent périodiquement prélever leur quota de conscience. Ils nous laissent juste ce qu'il faut pour que nous puissions continuer à vivre, et parfois même pas ça. Que voulez-vous dire? Parfois, ils prennent trop et la personne tombe gravement malade et peut même en mourir. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Voulez-vous dire par là que nous sommes dévorés vivants? Carlos sourit. Bon, ils ne nous mangent pas littéralement. Ce qu'ils font, c'est un transfert vibratoire. La conscience est énergie et ils peuvent s'aligner avec nous, puisque par nature, ils sont perpétuellement affamés et que nous, en revanche, explosons de la lumière. Les résultats de cet alignement peut être décrits comme une prédation énergétique. Mais pourquoi font-ils cela? Parce que sur le plan cosmique, l'énergie est la devise la plus forte. Nous la recherchons tous. Et les humains sont une race vitale, riche en aliments. Chaque chose vivante en mange une autre. Et c'est toujours les plus puissants qui gagnent. Qui a dit que l'homme était au sommet de la chaîne alimentaire? Cette vision ne peut venir que d'un être humain. Pour les êtres inorganiques, nous sommes des proies. J'ai commenté qu'il m'était inconcevable d'accepter que des entités, même les plus conscientes que nous, parviennent à un tel degré de prédation. Il répliqua. Mais qu'est-ce que tu crois que tu fais quand tu manges une laitue ou un beefsteak? Tu manges de la vie, de la viande. Ta sensibilité est hypocrite. Les prédateurs cosmiques ne sont ni plus ni moins cruels que les hommes. Lorsqu'une race plus forte en consomme une autre, inférieure, elle aide à ce que son énergie évolue. Je t'ai déjà dit que dans l'univers, il n'y avait que la guerre. Les confrontations entre êtres humains ne sont qu'un reflet de ce qui se passe là, dehors. Il est normal qu'une espèce cherche à en consommer une autre. Un guerrier ne se lamente pas à ce sujet. Il essaie de survivre. Au travers de nos émotions, et comment nous consomment-ils? Au travers de nos émotions, incessamment occasionnées par notre dialogue intérieur. Ils ont dessiné l'environnement social de telle façon que nous sommes en permanence en train de projeter des ondes d'émotions qui sont immédiatement absorbées. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, ce sont des attaques de l'ego. Pour eux, c'est une bouchée excuse. De telles émotions sont identiques en n'importe quel endroit de l'univers où ils sont présents et ils ont appris à les métaboliser. Certains nous consomment pour notre luxure, notre peur ou notre colère. D'autres préfèrent des sentiments plus délicats, comme l'amour et la tendresse. Mais tous sont intéressés par la même chose. Leur voie d'attaque normale est la tête, le cœur et le ventre, là où nous emmagasinons la plus grande partie de notre énergie. S'attaque-t-il aussi aux animaux? Ces êtres utilisent tout ce qui est disponible, mais ils préfèrent la conscience organisée. Ils drainent les animaux et les plantes dans la partie de leur attention qui n'est pas trop fixée. Ils attaquent aussi la plupart des êtres inorganiques, sauf que celles-ci les voient et les esquivent comme nous faisons avec le moustique. Les seuls qui tombent totalement dans leur piège sont les êtres humains.
Comment est-il possible que tout cela se passe sans que nous nous en rendions compte? Parce que nous héritons de cet échange avec nos ancêtres, comme s'il s'agissait d'une condition génétique. Et cela nous semble naturel. Lorsque quelqu'un naît, la mère l'offre en nourriture sans même s'en rendre compte, car son esprit est lui aussi contrôlé. Baptiser l'enfant, c'est comme signer un contrat. Dès ce moment, la mère s'efforce de lui inculquer des modes de conduite acceptables. Elle l'apprivoise, réduit son côté guerrier et le convertit en un brebis docile. Lorsqu'un enfant a suffisamment d'énergie pour rejeter cette imposition, mais pas assez pour rentrer sur le chemin du guerrier, il devient un rebelle ou un délinquant. L'avantage des flyers provient de la différence entre nos niveaux de conscience. Ce sont des entités très vastes et puissantes. L'idée que nous avons d'eux est équivalente à celle qu'une fourmi peut avoir d'un être humain. Cependant, leur présence est douloureuse et peut se mesurer de différentes manières. Par exemple, lorsque nous faisons face à des attaques de rationalité ou de méfiance, ou quand nous sommes tentés de violer nos propres décisions, les fous peuvent les détecter très facilement. Trop facilement, dirais-je, parce qu'ils sentent physiquement comment ces êtres se posent sur leurs épaules, générant des paranoïas. Les suicides et les sauts de flyers, car leur esprit est potentiellement homicide. Vous avez dit qu'il s'agissait d'un échange, mais que gagnons-nous d'un tel pillage? En échange de notre énergie, les flyers nous ont donné notre mental, nos attachements et notre ego. Pour eux, nous ne sommes pas des esclaves, mais une espèce d'ouvriers salariés. Ils accordèrent ces privilèges à une race primitive et lui donnèrent la faculté de penser, laquelle nous fit évoluer. En fait, ils nous ont civilisés. Sans cela, nous serions encore cachés dans des grottes ou en train de faire des nids au sommet des arbres. Les flyers nous contrôlent au travers de nos traditions et de nos coutumes et des religions. Ils sont les maîtres de la religion, les créateurs de l'histoire. Nous écoutons leurs voix à la radio et nous lisons leurs idées dans les journaux. Ils dirigent tous nos moyens d'information et nos systèmes de croyances. Leur stratégie est magnifique. Par exemple, il exista un jour un honnête homme qui parla d'amour et de liberté. Ils les transformèrent en autocompassion et en servilité. Ils les font avec tout le monde, même avec les nagals. C'est pour cette raison que le travail des médiums, des missionnaires est solitaire. Diront des millionnaires, les flyers ont concocté des plans pour nous collectiviser. Il y a une époque où ils furent tellement effrontés qu'ils étaient même vus en public. Et les gens en firent des représentations de pierres. Ces temps étaient obscurs, ils pillaient partout. Mais à présent, leur stratégie est devenue tellement subtile que nous ne savons même plus qu'ils existent. Dans le passé, ils nous tenaient par notre crédulité. Aujourd'hui, ils y parviennent par le matérialisme. Ils sont responsables de l'ambition de l'homme moderne à ne plus penser par lui-même. Observez juste combien de temps une personne pourra tolérer le silence. Pourquoi ont-ils changé leur stratégie? Parce qu'en ce moment, ils sont en train de courir un grand risque. L'humanité est en contact constant et est en phase de transformation. Et l'information peut atteindre tout le monde partout. C'est la raison pour laquelle ils nous remplissent la tête et nous bombardent de jour et nuit de tout type de suggestions. Que se passerait-il si nous parvenions à repousser ces entités? Nous récupérerions en une semaine toute notre vitalité et nous serions à nouveau brillants. Mais en tant qu'être ordinaire, nous ne pouvons envisager cette possibilité parce qu'elle impliquerait que nous allions contre tout ce qui est socialement acceptable. Fort heureusement, les médiums, les sorciers, les missionnaires, les guerriers ont une arme redoutable, la discipline. La rencontre avec les êtres inorganiques est graduelle. Au début, nous ne les remarquions pas. Mais un apprenti commence à les voir dans ses rêves, puis à l'état d'éveil, chose qui peut les rendre fous
s'il n'apprend pas à vivre comme un guerrier. Une fois qu'il a compris, il peut les affronter. Les guerriers, les sorciers, les voyants manipulent l'esprit étranger en devenant des chasseurs d'énergie. C'est à cette fin que mes cohortes et moi-même avons dessiné des exercices d'étangérité qui ont la vertu de nous libérer de l'esprit des flyers. Ainsi, les voyeurs, les médiums, les sorciers, les guerriers, les missionnaires sont des opportunistes. Ils profitent de l'impulsion qui leur donnèrent et disent à leurs prédateurs: merci pour tout, à plus. L'accord que vous aviez fait avec mes ancêtres n'est pas avec moi. En récapitulant leur vie, ils ôtent littéralement leur pain de la bouche du prédateur. C'est comme si nous allions au magasin après un achat pour rendre la marchandise en disant qu'il faut qu'on nous rende notre argent. Les êtres inorganiques n'aiment pas cela, mais ils ne peuvent rien y faire. Soyons directs. Ces dossiers réalisés en symbiose avec l'écrivain et chercheur américain John Lash et sur son site metahistoire.org se focalise sur l'idée que l'être humain n'est pas lui-même, que sa conscience pourrait être parasitée par une entité mystérieuse venue des profondeurs du cosmos. L'idée d'une entreprise étrangère ou extraterrestre sur la conscience n'est pas si désagrue. Elle est presque aussi ancienne que notre civilisation, puisque les premiers mystiques gnostiques en ont fait un thème central de l'ère cosmogonie et cosmologie. On la retrouve de façon répétée dans la thématique des enlèvements extraterrestres, du contrôle de la pensée, contrôle du comportement et de la pensée, et du MILABS, Military Mind Control and Alien Abduction. Des civilisations très anciennes et des traditions chamaniques et ésotériques évoquent ces concepts clairement dans leurs mythes, légendes et traditions, souvent orales avec leur propre bagage terminologique. Dieu aimant ou esprit malade. Selon la tradition gnostique, c'est finalement l'ensemble de notre monde qui serait infecté, déconnecté de sa source créatrice et manipulé par des archontes, les dieux, maudits et sombres, surgis d'une erreur et créateurs des mondes perdus. Lisez par exemple l'apostasie des archontes ou encore l'apocryphon des gens, un texte du Nag Hammadi qui nous raconte une toute autre histoire que la jeunesse de notre monde, qui est celle narrée par la Bible. Peut-être c'est l'ensemble même de la création, hommes, animaux, plantes, qui est parasité et infecté par une implantation étrangère. On nous a toujours appris que nous vivons dans un monde de merveilles, dans une nature d'une beauté harmonieuse créée par un Dieu aimant. Nous savons pourtant que le spectacle offert par l'homme est affligeant. Regardez objectivement la nature, observez ces superbes lois naturelles qui va l'inciter à une conception radicale et étrangère de la réalité du monde. Dans le même ordre, nous évoquerons les connaissances des gnostiques, les mystiques, des non-chrétiens, qui, au premier âge de l'ère chrétienne, nous ont légué les textes incroyables dont les évangiles de Nag Hammadi. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici, dans notre lecture, et passer dans une phase de commentaire. La source, nous avons dit ceci, ces documents, cette lecture est tirée du document que vous pouvez facilement trouver sur Internet. Le texte est un extrait de lecture de l'infini, volume 1, numéro 1, 1996, de Carlos Castaneda, publié par Clean Green Incorporated, copyright 1996, Logan Production. Nous avons parlé ici, aujourd'hui, d'un concept très important que nous allons essayer un peu de retourner légèrement sur nos pas et parler de la relation qu'il existe entre les divinités
les démons du passé et les extraterrestres. Dans toutes les traditions du monde, nous avons présence des divinités, de Dieu. Partout où vous irez, on vous parlera des dieux. Des figures mythiques, connues, comme par exemple le dieu poisson Oannes. Nous avons par exemple les Benazou, comme les enfants du ciel, comme nous avons encore les Chitaouri, nous avons les frères Eli et Enki. L'important quand nous regardons cette personnalité historique, ces mythes historiques, nous devons aller étudier plutôt le caractère. Comment se comportait-il? Comment mangeait-il? Qu'est-ce qu'il voulait? Et là, il faut faire une recherche un peu plus approfondie dans les traditions. Il n'est pas important que nous puissions le faire. Beaucoup de nos aînés, comme par exemple un autre aîné, un autre grand-père, Credo Moutoua, du clan Wamazulu, a fait ce travail et a voyagé à travers le monde. Moi-même, je voyageais pas comme Credo Moutoua, pas comme les grands Credo Moutoua, mais j'ai voyagé dans beaucoup de pays en faisant des recherches dans cette direction. La chose étonnante est que toutes ces divinités présentent les mêmes caractéristiques. Ils varient seulement en nom, mais tous présentent les mêmes caractéristiques. Et à un moment donné, tous ont disparu. On ne les voit plus. Tout d'un coup, on a commencé à parler des extraterrestres. Maintenant, quand on met les apparences à côté, on essaie d'examiner les caractères encore de ces personnages qui ressortent de films de la Walt Disney et de Hollywood. Nous retrouvons les mêmes caractéristiques. Enlèvement extraterrestre, comme les enlèvements de Dieu. Les divinités anciennes demandaient des enfants en offrande. Okay? La même chose est faite avec les extraterrestres aujourd'hui. Et quand nous faisons encore une recherche encore approfondie à travers l'étude de la thermodynamique, c'est de là que sort un parallélisme absurde. Quelle est la morale de l'histoire dans tout ce que nous sommes en train de dire? La morale de l'histoire est que, selon toujours, nous sommes de la tradition kémétique, nous parlons par rapport à la tradition kémétique, quand la nuit cosmique a commencé, quand la grande civilisation kémétique s'est retirée pour aller en hibernation cosmique, la nuit arrivée, telle qu'est prévue dans les tests des AO7, ont apporté des profondeurs du cosmos un prédateur. Un prédateur que Castaneda a défini comme des flyers. Les flyers, ce sont comme des grands éventails volants. Ces flyers sont des êtres inorganiques qui sont arrivés à la recherche des aliments. Vous savez que les êtres de la nuit sont des chasseurs. Encore là, je vous renvoie à la cosmogonie de Khufu. Les êtres de nuit sont des gens chasseurs. Ils ne chassent que pour s'alimenter. Et ces êtres arrivent dans notre univers qui était un oasis énergétique et y pénètrent. Mais ce sont des êtres organiques qui, pour opérer, pour s'approcher de nous, ont besoin d'une interface. Dans les anciens temps, ils opéraient directement. Et nous avons eu à voir avec des manifestations démoniaques, parce que, étant des êtres de nuit, leurs manifestations devant nous ne peut être qu'effrayantes. Et donc, nous avons toute une littérature basée sur les djinns, basée sur les démons, ainsi de suite, et même les anges. Okay? Parce que, comme on a vu, ce n'est pas toutes ces entités qui consomment les énergies négatives. Disons, les énergies comme la peur. Il y a aussi d'autres qui préfèrent s'alimenter des énergies comme les plaisirs sexuels, l'amour, ainsi de suite. Donc, il ne s'agit pas là de voir une seule polarité d'énergie, dire que exprimer des énergies négatives, c'est mauvais. Mais c'est-à-dire être dans ce qui est
à éviter, c'est être dans l'émotionnalité. Ce qui nourrit ces êtres, c'est l'émotionnalité, soit-elle positive ou négative. Il n'est pas ici une question de polarité. C'est l'expressivité en soi. Ces êtres, petit à petit, apprennent à nous connaître comme nous avons appris à les connaître. Et aussi, nous avons l'humanité appris à comprendre. L'humanité la race noire qui est restée hors qui n'a pas pu aller en hibernation, a commencé à apprendre à connaître ces êtres-là. Et donc, a mis en marche des mécanismes pour se défendre. La grande librairie de l'Alexandrie était prise, il y avait une documentation qui enseignait comment se défendre de ces êtres-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ces êtres-là, à un moment donné de l'évolution, vont inciter la création, vont inciter, grâce à des manipulations génétiques, à un greffe des gènes, à un être qui est ce que nous appelons l'homme de Cro-Magnon. Okay? Comme nous verrons dans les lectures qui vont venir dans les jours à venir, l'homme de Cro-Magnon va être utilisé et ce que je veux dire par ici, avant d'arriver à l'homme de Cro-Magnon, il y a une partie que je viens de sauter, je me rends compte tout de suite. Ces êtres vont toujours être la démarche de modifier les rapports avec nous. C'est-à-dire que nous soyons effrayés d'eux, faisait que nous avons appris à nous défendre d'eux. Donc, il fallait d'une certaine manière qu'ils deviennent invisibles à notre perception. Alors, il fallait qu'ils se cachent derrière des choses. Alors, ils se sont mis à générer des êtres à moitié inorganiques, à moitié organiques, qui sont venus, par exemple, comme Oannes, comme le Chitauri, qui ont venu apporter de la connaissance. C'est-à-dire, on a commencé à penser à voir des êtres venus de notre monde, de notre dimension, parce qu'en première ligne, ils nous effrayent, nous vivons dans la peur, et puis ils proposent la solution. Comme dit David Icke, on crée les problèmes, on pose la solution. Et ces êtres-là arrivent, commencent à nous enseigner l'agriculture de choses qui réellement nous ont mis dans un état, nous ont généré en nous un état de dépendance. Et ces dépendances, une fois radicalisé en nous, a commencé à générer de l'ego. Et il se nourrissait de cet ego. Et nous avons toute une suite de divinités qui sont venues nous apprendre à faire des choses. Or, la tradition kémétique nous semble que la divinité est en nous. La divinité naît de nous. Ce n'est pas une divinité extérieure qui vient nous apprendre des choses. Cette pratique a fait que nous avons commencé à nous fier. Nous sommes d'une certaine manière. La dépendance à leurs instruments de production agricole et autres ont produit aussi une dépendance par rapport à eux. Et c'est en ce moment-là que ces êtres, par manipulation génétique de l'homme de Cro-Magnon, vont produire ce que nous appelons les races royales. Hein? C'est-à-dire, d'où cette thématique de Néphilis, hein, des enfants nés entre les anges et les hommes. En réalité, il s'agit des enfants nés de la première génération nés des greffes de gènes de gris, qui sont des êtres à moitié organiques, à moitié inorganiques, pratiquement des androïdes. Les androïdes vont obtenir l'ordre de greffer leur DNA à l'homme de Cro-Magnon pour créer ce qu'on appelle un conteneur pour ces consciences opérant, c'est-à-dire les consciences hybrides, parce que les flares sont des consciences inorganiques. Et puis les consciences hybrides sont des consciences qui sont moitié organiques, moitié inorganiques. Ces consciences-là, à selon leur niveau d'évolution, peuvent habiter des corps organiques. Donc, il fallait créer des corps qui ne soient pas totalement organiques, mais soient un corps hybride. Et dans ce corps hybride-là, les consciences hybrides vont commencer à y habiter. Et là, nous avons la première fois la génération de ce que nous appelons les familles, toutes les familles royales du monde sont nées de cette modalité. C'est pourquoi, comme le répète notre aîné David Icke, on dit que toute autorité vient de Dieu. Et quand nous parlons de Dieu, chaque fois que nous parlons de Dieu, nous parlons de Deus. Et les Deus n'ont rien à voir avec les Necheru. Les Necheru, la tradition kémétique, sont les attributs du Neb Ercher, les attributs des créateurs qui sont présents dans tous les niveaux de la matière. Il ne s'agit pas des êtres puissants. Cette puissance est reconnue à ces divinités du fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a des régnants qui règnent, qui sont reconnus comme régnants, comme insiste beaucoup David Icke, juste pour le fait qu'ils descendent d'un saint royal. Alors, pourquoi quelqu'un descendant d'un saint royal devait régner sur les autres? En fait, ils règnent parce qu'ils sont les descendants
ou disons, ce sont des hybrides descendants d'un lien génétique avec les parasites qui ont pris la place de Dieu. Et ces parasites, où sont-ils? Ils habitent une fréquence différente de la nôtre, mais cette fréquence est manifeste dans notre monde, ou disons les ponts entre cette fréquence et notre monde. Je ne parlerai pas des points des ponts, mais plutôt des liens communs. C'est notre mental bas. Notre mental bas, c'est le mental qui nous a été donné. En réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas en nous possédant, toute possession est une action par laquelle des mentales sont greffés. Ils ont pris notre mental, ils ont greffé la leur. C'est-à-dire, ils ont mélangé leur voix à la nôtre. On commence par attendre des voix. C'est comme ça est née l'allusion pour laquelle à l'épaule gauche, on a l'ange, à l'épaule droite, on a les démons. Cette voix intérieure qui nous parle toujours, généralement, il s'agit d'un greffe, c'est-à-dire des côtés différents. Et par la fin, l'objectif est que cette greffe puisse prendre les dessus et nous contrôler complètement. Ils sont les créateurs de notre religion. Toutes les religions, ils sont les créateurs. Ils sont les créateurs de notre histoire. Ils disent, à un moment donné, on définit l'univers même comme un lieu où il n'y a que la guerre. Mais ça, c'est le monde dans lequel ils ont créé. Ça, c'est une perception dans laquelle ils nous ont plongés. Étant, eux, des êtres, des prédateurs, et les prédateurs ne peuvent être qu'en guerre avec sa proie, ils ont créé tout un univers dans lequel nous sommes rattachés, et où nous voyons, où nous devons vivre, on dépend des autres. Et chaque fois que nous sommes dans cette thématique-là, nous générons des énergies qui les consomment. Il existe toute une échelle dans la consommation de cette énergie. Et la consommation de cette énergie est le marché le plus grand de ce que nous appelons les âmes. L'âme est énergie. Et il existe à partir des flyers tout un grand réseau qui se sont insignés à travers tous les gouvernements du monde, toutes les églises du monde, toutes les manifestations de pouvoir dans le monde. Et aujourd'hui, en constitue la clé fondamentale. Nous dépendons de ces pouvoirs-là, au point où ils sont devenus invisibles. Nous sommes devenus, il est devenu à la plupart des gens impossible de pouvoir les individuer. Et ils sont la cause de tout ce que nous voyons aujourd'hui comme destruction, comme mal. Parce que de cette destruction, de cette souffrance, de toutes ces grandes calamités, en découle une grande énergie. Et cette énergie-là, c'est dont ils consomment, c'est dont ils consomment et se nourrissent. Nous allons nous arrêter aujourd'hui dans cette première introduction. J'espère que cela vous a plu et je vous demanderai de répondre à la question en vous souscrivant encore plus et en divisant, en partageant ces documents, ce contenu. Aujourd'hui, il s'agit d'une première lecture, d'une première réflexion, d'une première analyse. Des jours à venir, nous aurons beaucoup plus de personnes qui vont intervenir. Nous aurons seulement notre Sénète Mbiku Wamazulu qui va intervenir, comme Sem Semerkout Otep qui va intervenir, et d'autres personnes, dans le but d'avoir une compréhension un peu plus profonde de la phénoménologie qui nous afflige, mais dont nous sommes complètement inconscients, qui nous pénalise, mais dont nous sommes restés complètement séparés. J'espère que dans le cadre du réveil de la tradition kémétique, comprendre ces phénomènes est très important parce qu'il s'agit de devenir conscient. Et pour devenir conscient, il faut être en mesure de connaître. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine.